profiter pour cette séance, pour échanger avec vous. On débute maintenant cette conférence sur l'impact des nouvelles technologies, sur les métiers de demain. Vous allez échanger, même principe que tout à l'heure, 35-40 minutes avec les intervenants et puis ensuite la parole à la salle et la parole pour vous. Des intervenants que vous connaissez peut-être. Tout à l'heure, nous avons échangé avec Gaëlle Levu, qui est la directrice de la communication pour Orange France. On verra comment le numérique est venu bouleverser votre métier, les métiers de la communication. Avec notre data scientist, avec Thierry Nagelin, on s'intéressera à ce métier. C'est un peu le chercheur d'or du 21e siècle, le métier que vous faites. Et vous êtes un pur produit, entre guillemets, Orange. On découvrira votre ascension dans l'entreprise. On parlera également d'intelligence artificielle ensemble avec Isabelle Galli, qui est juriste, qui est membre du fondateur du Hub France Intelligence Artificielle. On découvrira l'intelligence artificielle, on redécouvrira l'intelligence artificielle. Et puis on parlera de réalité mixte, la réalité virtuelle et augmentée qui vient au service du réel. Avec vous, Jean-Baptiste Delincel, vous êtes chez Accenture, au cabinet Accenture, au Accenture Labs de Sophia Antipolis. Et on découvrira une de vos solutions dans quelques instants. Et ça va être vraiment de la réalité augmentée, ce qu'on va vivre ensemble. Bienvenue à tous, installez-vous, prenez encore quelques places, 4-5 places à l'avant. Si vous voulez, vous entendrez mieux, vous verrez mieux nos intervenants et vous pouvez leur poser davantage de questions si vous êtes plus proche, plus facilement. C'est vrai que l'évolution des réseaux aujourd'hui, le très haut débit par exemple, la mobilité nous permet, grâce au smartphone, grâce à l'Internet des objets, de développer de nouvelles technologies de traitement massif des données. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou augmentée, ça transforme notre quotidien professionnel et personnel. Les assistants connectés, la voiture connectée, la ville, la maison intelligente, la médecine à distance, l'éducation à distance, l'éducation, la vidéosurveillance intelligence. Enfin, ce sont tous des plans entiers de notre vie qui changent petit à petit. Tous les domaines de l'économie sont touchés par cette révolution, transport, finance, BTP, industrie et évidemment télécom, mais c'est assez illimité. La communication, on en parlera tout à l'heure, et toutes les entreprises doivent s'adapter comme on doit s'adapter, nous, comme on évolue dans notre vie personnelle. On va découvrir dans cette table ronde comment vont évoluer les organisations, les métiers actuels et puis aussi quels sont les nouveaux métiers qui vont apparaître dans cette dynamique. On va commencer par le data scientist de la maison, c'est Thierry Nagelin qui est avec nous. Bonjour Thierry. Vous êtes responsable d'études stratégiques au Orange Lab, c'est ça, et expert en Big Data pour la fonction exacte. On découvrira votre métier parce que l'Orange Job, c'est ça aussi. On va prendre 10-15 minutes pour évoquer les nouveaux usages des données aujourd'hui. C'est quoi être data scientist? C'est quoi votre métier? Alors, data scientist aujourd'hui, moi je suis côté plutôt recherche. Donc c'est tout d'abord essayer de répondre à un problème, essayer de résoudre un problème. Donc, et penser différemment parce que au lieu de penser processus, au lieu de penser outils, on va se dire tiens, qu'est-ce que je peux tirer de toutes ces données qui sont là, qui sont disponibles. Donc je pense que dans la mentalité, c'est déjà changer profondément la façon dont on voit les choses. Je ne suis pas là pour améliorer la façon dont on va poser une fibre. Je suis là pour me dire, tiens, il y a des données qui sont là, est-ce qu'à partir de ces données, je vais pouvoir proposer quelque chose, et si un technicien vient pour me soumettre un problème, est-ce que je vais pouvoir lui apporter un élément de réponse? Voilà, donc c'est déjà cette approche-là. Puis après, c'est un travail qui prend du temps. Donc il y a beaucoup de buzz autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On pourrait dire que je suis un peu le magicien, parce qu'en fait, on ne comprend pas vraiment comment ça marche. Surtout quand on fait beaucoup de buzz marketing en disant l'intelligence elle est partout, c'est comme ça. Non, en fait c'est plutôt un artisanat aujourd'hui, donc c'est beaucoup de temps passé. Et quand on parle des données, c'est d'abord, il y a des gens qui ont des métiers opérationnels, qui produisent ces données, puis qui savent très bien ce qu'il y a dans ces données. Donc c'est pas moi qui vais leur dire effectivement ce qu'il y a dans les données. Par contre, ils ont peut-être un manque de temps pour tirer de l'information dessus, ils n'ont peut-être pas les bons outils pour le faire, et c'est d'abord un travail collaboratif. C'est-à-dire aller écouter les gens qui sont sur le terrain, puis leur dire, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ça, est-ce que tu peux me donner un coup de main? On va y passer du temps, parce que malgré tout c'est déjà ça, c'est passer du temps, c'est beaucoup d'essais, erreurs. J'essaie ça, oui, non c'est pas le résultat que j'attendais, oui, mais est-ce que tu as des données en plus? Parce que souvent c'est ça qui manque. J'ai un peu de données, mais c'est pas les bonnes. Donc avec d'autres données, je peux peut-être te fournir d'autres réponses. Et puis là, après, on peut passer sur une partie plus scientifique où on va se dire oui, voilà, il faut que je manipule les données autrement. Il me faut un autre outil. Il faut que je travaille sur un algorithme particulier.
Et là, je vais aller en fait plus dans le détail. Mais on se répartit le travail. C'est un travail d'abord collaboratif. J'ai l'impression que vous faites un job très empirique finalement, qu'on apprend au jour le jour et qu'on découvre beaucoup. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est un job très empirique parce qu'on est justement sur une partie artisanale. On commence à voir émerger en fait des choses où des outils apparaissent pour que ça soit mis à la portée de tout le monde. Donc quelque part, il y aura toujours une avancée nécessaire pour aller explorer des questions plus compliquées. Mais après, aujourd'hui, moi j'ai des collègues côté Orange France. Je ne sais pas d'où leur est venue l'idée, mais c'était peut-être le technicien qui était passionné des drones, qui s'est dit tiens, j'ai des problèmes pour réparer mes antennes du relais mobile. Est-ce que je peux utiliser le drone pour aller inspecter l'appareil et puis regarder s'il y a un problème dessus? Donc c'est des gens de l'opérationnel qui ont fait ça. On leur donne un petit coup de main parce qu'après on va analyser les images pour faire la détection d'erreurs. Mais voilà, donc c'est quelque chose voilà, qui, même si l'empirique artisanal, se déploie vers tout le monde. C'est quoi votre parcours dans l'entreprise? Alors moi, mon parcours, il est multiculturel. Je pense que c'est une des richesses d'Orange aujourd'hui. Moi, j'ai commencé technicien. J'ai fait de la vente aussi. Avant de faire une formation d'ingénieur, donc j'étais déjà depuis 10 ans chez Orange. Après, j'ai travaillé pour l'international. Je suis revenu à la vente, m'occuper des clients grands comptes. Et puis depuis une vingtaine d'années, donc je fais de la recherche, ou même dans la recherche, je fais du marketing de l'innovation, j'ai fait de l'internet des objets. Aujourd'hui, voilà, je suis sur l'intelligence artificielle. Et quand j'ai fait ma formation d'ingénieur, le maître mot qu'on m'avait donné, ou si j'ai retenu une punchline, c'était le bon ingénieur, c'est celui qui va chercher l'information dont il a besoin quand il en a besoin. Après, les compétences, elles doivent évoluer effectivement. Et c'est vrai qu'au sein d'Orange, on a beaucoup de possibilités pour ça. Vous êtes formé comment? C'est en interne ou vous êtes allé aussi à l'extérieur chercher vos connaissances? Alors j'ai formé en interne mais aussi en externe. Aujourd'hui, c'est des domaines où de toute façon on échange beaucoup avec les universités, avec le monde académique. Mais aussi on fait des projets avec d'autres entreprises parce que malgré tout on n'est pas tout seul sur le marché. Donc moi je participe à pas mal de projets européens. Donc voilà, c'est une richesse multiculturelle qui nous permet aussi de mieux comprendre. Et puis après, on fait une recherche chez Orange qui est ciblée sur nos thématiques. Donc parfois, il nous faut aussi l'apport de l'extérieur pour avancer plus vite. Dans votre équipe, il y a quel métier? Alors vous êtes le responsable des études stratégiques. Il y a quoi comme métier autour de vous? Alors aujourd'hui, moi je travaille avec des gens qui sont aussi bien vraiment des experts mathématiques que des développeurs, mais aussi en fait des gens qui ont plutôt un profil école de commerce et qui vont aussi regarder typiquement quand on analyse aujourd'hui l'impact de la nouvelle réglementation sur la protection des données. Bon, c'est pas la première question de l'ingénieur qui se pose, oui, qu'est-ce que ça va être au niveau légal, au niveau usage, etc. Donc voilà, même l'équipe, elle est aujourd'hui, elle a ces différentes compétences qui sont mises en commun. Merci Thierry. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je pense qu'il y aura des questions pour vous sur le job de data scientist. On va parler de notre enjeu, c'est l'intelligence artificielle maintenant, avec Isabelle Galli. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes juriste, membre fondateur du Hub France Intelligence Artificielle. Vous travaillez essentiellement sur comment les intelligences artificielles vont vivre dans les entreprises aujourd'hui. Tout à fait. D'abord, merci de m'avoir invité à ce Hello Job qui montre que Orange, qui est une entreprise technologique, est au cœur de ces transformations. Il est très important de comprendre que quand on va rejoindre une entreprise technologique, on va se trouver en avance sur les métiers et que l'intelligence artificielle, qui est un domaine d'exploratoire qui est de plus en plus au quotidien, arrive en avance dans ces entreprises-là. Donc on a tous connu dans les années 90 la révolution numérique et on a tous vu la transformation des métiers. On a tous vu comment l'ordinateur portable, il y en a là un sur la table, il y a une tablette, il y a un téléphone, est venu nous transformer dans nos métiers et il a fallu apprendre un nouvel alphabet, l'alphabet numérique. Et aujourd'hui, une nouvelle révolution est en train d'arriver, c'est la révolution des intelligences artificielles. C'est complexe en ce sens que on est au tout début, donc on ne sait pas très bien comment cette intégration va se faire dans l'entreprise. Par contre, on expérimente. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on expérimente avec des compétences qu'on a développées pour le numérique, et notamment l'agilité ou le design thinking, c'est-à-dire des méthodes de travail qui va nous permettre de rapidement
voir si on dégage de la valeur ou pas, et non pas faire un produit pour faire un produit, et voir si après, grâce à des gens de l'école de commerce, on va avoir le moyen de les vendre. Donc il y a une transformation de tous les métiers qui est en train de s'opérer, et dans ces métiers, il y a des compétences qui, par le passé, étaient moins valorisées, mais qui deviennent fondamentales. C'est la capacité à remettre en cause l'existant, puisque pour introduire une nouvelle technologie, il faut évidemment remettre en cause sa manière d'agir, de faire, et puis aller vers les nouveaux potentiels. Donc la première chose, c'est cette remise en cause. Et il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est la culture de la donnée. Alors nous commençons à avoir, grâce au droit d'ailleurs, une vraie prise de conscience sur les données, puisque nous avons un règlement européen qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale cette semaine sur la maîtrise des données personnelles. Donc cette question de la donnée est en train de traverser l'intégralité des entreprises. Elle est à la fois pédagogique, puisqu'on commence à comprendre que massifier les données sur les gens peut poser des problèmes de citoyenneté, de démocratie, de liberté, mais également est une véritable opportunité business pour les entreprises, et que donc il faut savoir l'exploiter, il faut savoir l'intégrer dans les métiers de demain. On parle de 4e révolution industrielle, c'est vrai ? Je pense que c'est vrai. Je pense que on est peut-être mieux préparé qu'à la révolution numérique, parce qu'on est tous épuisés. Alors peut-être pas les jeunes, mais tous ceux qui avons commencé à travailler dans les années 90, on a eu l'informatisation, on a eu la numérisation, on a eu les réseaux sociaux, et là on nous annonce l'IoT et l'intelligence artificielle. Alors ces 5 couches de transformation du travail fait que nous travaillons absolument plus comme nos grands-parents, que nous n'avons donc pas de tradition par rapport à ça, mais nous sommes vraiment dans l'innovation. Et cette culture de l'innovation, ce basculement de la qualité, la tradition vers l'expérimentation, l'innovation, il faut la mettre au service du progrès. Et c'est là qu'on a encore une longue réflexion à mener. Isabelle, l'intelligence artificielle, si on prend la chaîne, il faut la nourrir, il faut lui introduire des données. Ces données sont fournies par l'être humain a priori. Il s'engage une chaîne de confiance là, parce que lorsqu'une entreprise va créer de l'intelligence artificielle, elle va demander à ses salariés de fournir les données. Le vrai défi, il faut une qualité, il faut une fidélité, il y a plein de choses. Le vrai défi, il est là. C'est que quand est arrivé le numérique dans les entreprises, il y a une vraie défiance. C'est-à-dire les gens se sont dit, je vais perdre mon job, je comprends pas là comment ça va se passer, pourquoi je ne vais plus rencontrer les gens, pourquoi je leur parlerai par Skype. Skype n'existait pas, mais à l'époque il y avait ICQ. Il y avait des outils comme ça qui dématérialisaient les relations. Et déjà, ça nous posait problème, il y a une forme de défiance qui s'est posée très forte. Et en 2004, on a dû prendre une loi qui s'appelle la loi sur la confiance dans l'économie numérique pour essayer de rétablir cette confiance. C'est-à-dire faire en sorte que les gens se disent si je ne vais pas prendre de risque à aller dans le numérique. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est accru. Pourquoi ? Parce que la relation, elle va non seulement se dématérialiser, mais elle va être gérée extérieurement à soi. C'est-à-dire que des intelligences artificielles vont faire le boulot. Mais quel boulot ? C'est le boulot qu'on leur a donné à faire. Donc des gens comme monsieur vont programmer des algorithmes, c'est-à-dire la finalité de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle va apprendre, donc des collaborateurs de Orange vont nourrir cette intelligence artificielle, des usagers d'Orange vont nourrir cette intelligence artificielle, des gens vont devoir la superviser. On va de moins en moins contrôler les humains parce qu'on est de plus en plus en méthode agile, mais on va contrôler de plus en plus ces outils, parce que ces outils, ils évoluent en permanence. Avant, on faisait un contrôle technique tous les ans, ou tous les 2 ans, on prend les voitures. Tous les 2 ans, vous faites un contrôle technique. Mais si votre voiture, elle apprend entre-temps, et si elle prend un mauvais réflexe, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner à gauche, elle tourne à droite parce qu'elle estime que ça, c'est un danger et pas ça, mais qu'elle entre en infraction. Et alors, il faut la corriger. Et cette correction continue, c'est vraiment des nouveaux métiers qui vont apparaître dans les entreprises. Le manager, s'il perd 50% de ses tâches grâce à l'intelligence artificielle, il va devoir développer d'autres tâches pour être en mesure de faire un contrôle continu sur des intelligences artificielles qui vont l'aider à travailler, mais qui pourraient se biaiser malheureusement. Ça va changer, ça va profondément changer les emplois. C'est un emploi sur 3 qui sera modifié. Une étude de l'OCDE qui dit que 32% des emplois qui existent aujourd'hui vont être complètement bousculés. Alors, il y a tous les chiffres. Ça va de 10% à 90%. C'est bien un tiers. Mais c'est tous les jobs qui vont être modifiés. Mais tous. Je veux dire, le numérique, regardez, un boucher désormais, il a une page Facebook. Modifier ou s'éteindre ?
Alors, une partie vont s'éteindre, bien sûr. Bien sûr, tout ce qui est automatisable va s'éteindre. Tout ce qui est répétitif va s'éteindre. Tout ce qui coûte moins cher à réaliser technologiquement va s'éteindre. Parce qu'il faut voir aussi que l'intelligence artificielle, il faut voir les choses en face, va être drivée par l'argent. C'est-à-dire que là où ce sera plus économique de mettre des machines que des humains, on mettra des machines. Après, aux politiques, de dire comment se fera la répartition entre les hommes et les machines. Hein, c'est peut-être aussi à nous de dire, ben non, moi ce job-là, j'ai envie de le garder. J'ai aucune envie d'automatiser mon jardinage, par exemple, le week-end. C'est quelque chose que je veux garder pour moi. Évidemment, on va le conserver. On va créer des véritables nouveaux jobs. De toute façon, les gens dont les jobs vont s'éteindre vont pouvoir trouver d'autres opportunités aussi, certainement. Mais on est sur une mutation qui est à la fois rapide et lente. C'est-à-dire qu'elle est rapide parce qu'on a le sentiment qu'elle arrive là, mais à la fois elle est lente, on a l'expérimentation, on a tous expérimenté la transformation numérique. Donc on est beaucoup mieux armé que la précédente révolution, hein, beaucoup plus armé. On a des plateformes de e-learning, on fait de la formation continue en permanence, on est capable de s'adopter. Le cadre de législatif il est en train de se mettre en place, on est en train de voir comment à la fois protéger et accompagner cette révolution. Donc oui, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. D'autant qu'on est un pays ultra éduqué et qu'on va avoir besoin de gens de plus en plus éduqués dans ce monde-là. On continue les échanges dans un instant. Vous pourrez intervenir et poser vos questions à Isabelle. Jean-Baptiste Delincel, vous travaillez pour Accenture, l'Accenture Labs de Sophia Antipolis. On va parler avec vous de la réalité augmentée, de la réalité mixte en fait, réalité virtuelle et réalité augmentée qui viennent au service du réel. Il y a une application que vous voulez nous présenter aujourd'hui en quelques images et puis on fera un test juste après. Voilà, bonjour à tous, ravi d'être là. Effectivement, donc Jean-Baptiste Delincel, je fais partie d'Accenture. Et en particulier, chez Accenture, on a une division qui s'appelle les Labs Accenture. Et donc la mission de ces laboratoires, c'est effectivement de regarder un petit peu ces vagues technologiques. Et en particulier sur la partie réalité immersive, réalité virtuelle, anticiper un petit peu les changements et surtout comprendre dès aujourd'hui l'impact et les cas d'utilisation, les cas d'usage dont vont avoir ces technologies pour l'industrie et pour les métiers de demain. Donc je ne sais pas si on partage là actuellement mon écran, donc je voulais rendre ça un petit peu tangible autant que possible. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de réalité virtuelle d'abord, réalité augmentée et réalité mixte. Donc c'est par exemple ces trois dénominations qui définissent trois familles de catégories dans ce qui concerne les technologies autour de la réalité virtuelle. Donc ce que je voulais faire par exemple, c'était vous montrer une petite illustration. La première autour des technologies de réalité virtuelle. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une personne qui est finalement immergée dans un environnement qui est complètement irréel. Alors vous voyez, c'est un environnement qui a été modélisé, dans lequel on a pu créer des expériences, on a pu imaginer, vous voyez, des objets qui sont dispersés. La personne peut naviguer, se déplacer et surtout interagir avec son environnement complètement de manière virtuelle. Donc là, la personne est sur un lieu donné, équipé d'un casque de réalité virtuelle, et ensuite, au travers de la technologie, la capacité de déplacement est offerte ici, donc grâce à des capteurs et également des contrôleurs. Et donc vous voyez, donc la personne se déplace et navigue librement. Donc le premier cas d'usage derrière ça peut être autour du travailleur connecté, réfléchir finalement à comment ce travailleur va pouvoir appréhender un nouvel espace, un nouveau milieu, un nouvel équipement éventuellement à maintenir. Et de ce fait-là, donc être plus rapidement prêt physiquement sur le terrain pour intervenir sans avoir justement à suivre une formation en réel. Donc ça, c'était la première illustration autour de la réalité purement virtuelle. La seconde fait ici donc état des technologies autour de la réalité augmentée. Donc là, on voit un autre exemple, on voit un technicien sur le terrain qui porte une paire de lunettes de réalité virtuelle. Et vous voyez donc, sa procédure est complètement accompagnée à distance. Vous voyez ici un opérateur qui bien sûr à distance intervient et aide ce collaborateur, ce travailleur à intervenir, donc grâce à la voix, mais également grâce à des informations contextuelles. Donc ça veut dire concrètement que cette personne, ce technicien sur le terrain là, qui est en train de réparer ce moteur d'avion, il a les mains libres et l'on peut librement et en toute sécurité finalement effectuer les opérations de maintenance sur la machine. Bon, il y a d'autres exemples qui, par exemple dans le domaine du manufacturing, de la chaîne logistique, qui ici sont représentés. Donc pareil, un entrepôt,
beaucoup de tâches liées donc, à la manipulation des marchandises, mais bien sûr on peut de manière complètement virtuelle accompagner également les personnes sur le terrain. Un dernier exemple pour vraiment montrer le panorama un peu complet de ces technologies. Là on change d'univers, alors on est sur des technologies autour de la réalité mixte. Et pour le coup, les technologies vont s'appuyer sur l'environnement réel. Alors là, on est tous dans cette salle en train de regarder, assister à la conférence, mais on pourrait imaginer que demain, de manière complètement virtuelle et en réalité mixte, on puisse interagir. Alors quelque part ici, vous allez voir, c'est de manière holographique. Donc on voit sur la partie gauche la personne en réel. Cette personne porte une paire de lunettes de réalité mixte. Et grâce à un réseau de capteurs et de caméras, cette personne est complètement digitalisée. On crée son hologramme 3D. Et cet hologramme peut être finalement donc, déplacé pour imaginer l'interaction à distance. Et là, la suite de l'exemple, bon, juste pour terminer cette première partie d'intervention, on va voir une petite fille qui est dans un autre lieu en fait, que la personne qu'on était en train de regarder. Cette petite fille, elle est numérisée, elle est transformée en hologramme quelque part. Et la personne qui se trouve donc équipée de lunettes réalité mixte voit cet enfant en hologramme, quelque part, presque présent à ses côtés. Donc ça, c'est grâce à ces technologies de réalité mixte. On laisse les utilisateurs dans l'environnement familier, l'endroit où ils sont, l'endroit qu'ils connaissent, et en plus la technologie s'efface complètement. Là, il n'y a plus rien, il n'y a pas de grosses lunettes devant le visage, il n'y a plus de clavier, plus de souris. Exactement, donc ça c'est l'idée de ces technologies. Aujourd'hui, on est tous addicts quelque part de nos écrans mobiles, tactiles. On est bloqué par ça et on est tenu par ça. Ouais. Exactement, donc aujourd'hui, on voit ces technologies arriver qui viennent quelque part naturellement équiper les personnes. Alors, il faut que l'équipement finalement soit quand même le plus lightweight possible, le plus léger possible pour la personne. Mais aujourd'hui, on est quand même sur une révolution quelque part qui s'enclenche, puisque les technologies sont émergentes, nouvelles. Elles étaient un petit peu plus, on va dire, lourdes il y a quelques années, plus imposantes ou plus difficiles à porter. Là, on va vers des technologies qui se miniaturisent, qui sont de plus en plus performantes en termes de capacité de processing. Et donc, ça rend finalement les applications quasiment plus naturelles et adoptables par nos usages au quotidien. C'était super clair sur le premier exemple, hein, de se promener dans un environnement virtuel. Sur le deuxième aussi, de travailler avec des lunettes pour pouvoir augmenter la réalité. Sur le troisième, qu'est-ce qu'on peut en faire dans un milieu professionnel ? Alors sur le troisième volet, donc la partie holographique, la réalité mixte, la partie holographique, alors on peut imaginer pas mal de cas d'application autour de la modélisation, bien sûr. On va s'appuyer, comme je disais, sur l'environnement physique tel qu'il existe, donc les murs, les plafonds, le sol. Et dans un environnement donné, on peut imaginer de vouloir simuler le déploiement d'un équipement, vouloir simuler le déploiement d'un nouvel espace, et donc pouvoir finalement le représenter virtuellement et en 3D. Alors l'avantage que ça présente, c'est qu'on peut, dans l'environnement lui-même, se déplacer et observer le rendu de ce déploiement avant même que l'intervention physique puisse se faire. Donc c'est surtout, je pense, les cas d'application immédiats qui viennent autour de la simulation, la modélisation 3D et finalement la représentation de tout ça en réel. Jean-Baptiste, où sont vos collègues ce matin ? Alors, on a nos collègues qui sont à Sophia Antipolis, donc j'appartiens près de Nice. Et donc à Sophia Antipolis, on a un laboratoire un petit peu particulier qui est un laboratoire de recherche appliquée. Donc les technologies autour des réalités immersives sont une des thématiques sur lesquelles on travaille. On travaille aussi sur des technologies comme blockchain, comme les technologies autour de l'ordinateur quantique. Alors c'est pas forcément pour demain l'ordinateur quantique. Mais en tout cas, alors, je voulais les amener là progressivement dans la démonstration. Mais je vais m'appuyer sur une petite vidéo pour être un peu plus concis en fait, le temps de l'intervention. On travaille chez Accenture sur la notion de téléportation. Donc aujourd'hui, quelque part, on est tous réunis physiquement dans ce lieu. Demain, on pourrait imaginer finalement qu'on est tous à distance, grâce au haut débit, finalement connectés et capables d'intervenir et d'interagir entre nous. Donc, l'idée de ce stream de recherche qu'on mène dans les laboratoires d'Accenture, c'est d'essayer de téléporter non pas physiquement les personnes, puisqu'on n'est pas encore dans cette optique-là, malheureusement, mais essayer de téléporter ces personnes de manière virtuelle. Et donc c'est ce qu'on a créé, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et donc ce que je vais vous montrer. Donc une petite vidéo assez courte
où vous voyez finalement un amphithéâtre avec 5 participants assis. Il y a un présentateur aussi qui est plus loin. Ces participants portent tous un casque de réalité virtuelle, donc ils sont tous à distance. Et là, ce que vous voyez, c'est la vue d'un des participants sur place. Donc lui peut littéralement regarder à 360 degrés autour de lui. Il voit d'autres avatars présents qui représentent les autres personnes physiques qui sont connectées à l'environnement. Et donc finalement, on va pouvoir mener une présentation quasiment naturellement, quasiment comme on est en train de la mener en ce moment. Et donc dans cette salle, vous voyez un écran géant qui diffuse du contenu. Ça peut être des médias, ça peut être une présentation tout à fait classique. Mais le présentateur qui se trouve sur la partie gauche de l'écran va être finalement le Master of Ceremony qui va guider un petit peu les participants de la conférence dans une expérience. Donc là, on voit la diffusion d'un contenu média, une vidéo. On pourrait imaginer d'avoir une session de collaboration en visioconférence aussi intégrée. Donc là, au travers de l'écran, on pourrait imaginer un expert à distance qui se joint, mais pour le coup en physique et filmé par une caméra. Voire complètement de manière holographique également, c'est ce qu'on voit ici apparaître, je ne sais pas si c'est visible, mais sur la partie droite, on voit une personne qui est scannée et qui est intégrée dans l'environnement tel que vous pouvez le voir. Donc juste pour conclure un peu sur cette expérience de téléportation, on est en train de se dire, une conférence téléphonique fonctionne très bien aujourd'hui, on se parle en audio, voire en vidéo, en visioconf. Mais demain, on sera très vraisemblablement amené à pouvoir collaborer de manière virtuelle. Et l'idée d'utiliser ces technologies, c'est finalement de rendre un peu cette interaction et cette réunion la plus efficace et la plus immersive possible pour tous les participants, grâce à la modélisation 3D et finalement toutes ces fonctionnalités qu'on peut intégrer dans l'expérience. C'est une réalité, ça fonctionne vraiment aujourd'hui ou c'est un titre expérimental? Vous l'utilisez, vous, entre différents sites? Alors, là, tel que je vous l'ai présenté, on est encore sur un prototype, mais on travaille justement à améliorer et à rendre ce prototype pilotable, donc c'est-à-dire pouvoir le déployer et l'utiliser entre plusieurs sites. À quelle échéance? On a déjà une idée ou pas? Alors nous, on essaie toujours d'avoir des échéances courtes dans les laboratoires d'Accenture, puisqu'on a un site d'innovation avec des technologies qui sont quelque part disponibles dès aujourd'hui, mais d'autres qui vont venir dans un horizon de 0 à 3 ans, par exemple. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est pas de la science-fiction, ça fonctionne dans un environnement qui est maîtrisé. Déployer ça demain pour que ça puisse être accessible à un plus grand nombre, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais on y travaille. Et on travaille aussi sur l'enrichissement de cette expérience avec d'autres sens. Alors là, c'est vrai qu'on voit beaucoup le sens visuel, et c'est quelque part indispensable. Il y a l'audio, bien sûr, mais il n'y a pas que ces sens-là. On peut imaginer de recréer une ambiance, une atmosphère, avec des technologies autour du toucher, par exemple, l'haptique, des technologies autour du sensoriel, ça peut être l'olfactif également, mais se dire, là, il fait un peu plus chaud actuellement dans l'environnement, on va pouvoir adapter également les conditions pour rendre cette expérience quasiment réelle. Ça va changer certainement la façon de travailler. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On revient avec vous dans un instant pour les questions-réponses. Gaëlle Levu, rebonjour. Vous êtes directrice de la communication et de la RSE France pour Orange France. Qu'est-ce que ça a changé dans votre métier? On va rester peut-être sur la communication pour commencer. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été bouleversé avec le numérique et le digital? Je pense qu'il suffit juste de se dire comment nous, aujourd'hui, comment vous consommez l'information et la communication. Juste 2 petits repères comme ça pour vous montrer à quel point tout va très très vite. Aujourd'hui, on estime qu'une personne, entre le moment où elle se lève et où elle se couche le soir, elle reçoit à peu près 5000 messages. Et que sur ces 5000 messages, vous vous dites, je me lève, j'allume la radio, je lis un truc sur la boîte de céréales, etc. Ça fait à peu près 5000 messages, tout ça. Et qu'à la fin de la journée, quand vous allez vous coucher, si vous n'êtes pas trop mauvais et que vous n'étiez pas trop fatigué, vous allez en retenir 7, à peu près. Donc faites l'exercice ce soir, vous verrez si vous êtes à 7. Et donc du coup, pour des communicants, pour les gens qui travaillent dans la com, c'est comment on fait partie de ces 7-là. Donc c'est ça notre challenge, et d'être capable en fait de faire partie et d'émerger par rapport à tous ces messages. Deuxième petit repère, toujours un peu dans le même sens, on voit aujourd'hui aussi que les jeunes
et les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on est tous complètement accros à ça. Le scroll, vous savez, ce qu'on est en train de regarder, on passe son temps à faire ce geste-là, on fait à peu près 900 mètres de scroll par jour. On déroule 900 mètres par jour. Voilà, à peu près. Donc toute la journée, on n'arrête pas. Donc je pense qu'il va y avoir des maladies aussi liées au pouce dans pas longtemps. Et donc comment on fait que la personne s'arrête et va regarder cette photo, cette vidéo plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est un peu tout notre écosystème qui nous force à revoir nos façons de travailler et de savoir comment on va émerger. Super concrètement, sur l'achat d'espace par exemple, Orange achète, il y avait des pubs dans la Provence par exemple, aujourd'hui, pas la citer, sur le match d'hier et le partenariat avec l'OM. Comment on achète de la pub aujourd'hui? On achète un peu différemment. Voilà, ça c'est un métier qui évolue aussi, en particulier avec le digital. C'est que du coup, et la data, puisque derrière, il y a toute la data, c'est-à-dire que vous savez, sur Internet, on suit un peu ce que vous faites. Voilà, je pense que c'est un mystère pour personne. Et donc, on arrive à cibler, en fait, à se dire, cette publicité-là, je veux qu'elle aille vers ce type de personne-là, à tel endroit, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a des véritables places de marché qui se sont mises, qui se sont créées. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle de la programmatique et on a des traders, comme dans le monde financier. Donc ça, c'est effectivement une des évolutions aussi des métiers de la com dans la partie média, c'est qu'on a des profils très techniques avec des traders qui vont, sur ces places de marché, être capables, en fait, dans les mises aux enchères, de pouvoir acheter les bons emplacements qualitatifs avec les bonnes cibles. Donc ça, c'est évidemment une révolution aussi dans ces métiers-là. Ouais. Voilà. Autre bouleversement, une campagne d'affichage par exemple, il y a quelques années, on s'est fabriqué un visuel avec des graphistes, on avait le sens ou pas de choisir ce visuel, se dire c'est le bon, on pariait dessus. Aujourd'hui, on travaille un peu différemment aussi. Alors aujourd'hui, c'est pas, on a parlé tout à l'heure des nouvelles méthodes agiles, etc. Et derrière tout ça, il y a des méthodes qui s'appellent l'A/B testing, qui est une façon de travailler, qui est de se dire, et c'est ce que nous permet aussi le digital, c'est par exemple d'envoyer 2 créations différentes sur 2 types de populations avec les mêmes profils, et de se dire, tiens, le taux de clic sur cette création est meilleur que sur la deuxième, et donc du coup on va savoir que c'est celle-là qu'il va falloir pousser. Donc ça veut dire qu'on va travailler aussi avec beaucoup plus de production, en fait, de contenu, mais qu'on va être capable de les tester comme ça quasi à la volée et de les remettre à jour et de se remettre sur la bonne création. On fait aussi, derrière ces créations, il y a des nouveaux métiers qui se sont créés pour ce qu'on appelle nous l'écoute sociale. Juste comme ça pour vous dire, je crois que Orange en 2017, nous avons repéré sur l'ensemble des forums, etc., quelque chose comme 200 millions de messages. Donc ça veut dire que c'est des gens qui se sont exprimés sur Orange, sur nos produits, alors en bien et des fois en moins bien, mais il y a eu de l'expression et c'est très intéressant. Et donc on va aller étudier tout ça. Donc on va avoir des profils de personnes qui vont faire de la sémantique, qui vont essayer de regarder de façon très fine sur, tiens, ce sujet-là, c'est comme ça qu'on en parle. On parle de fibre au moment où on déménage. Il y a une association fibre déménagement. Donc pour nous, c'est intéressant d'utiliser ça. Et donc ça aussi, ça fait émerger des nouveaux métiers, avec des profils différents, avec des gens qui peuvent venir peut-être de profils peut-être plus littéraires, de profils, etc. Et c'est ça qui est très, très intéressant et passionnant, c'est que tout d'un coup, on est en train de recomposer un petit peu les équipes avec des profils de plus en plus diverses. Et c'est ça qui nous permettra en fait d'émerger. Est-ce que ces métiers ont des noms concrètement? Est-ce qu'on a mis encore des catégories, Pas complètement, des cases? en fait. Je pense que chaque entreprise met les noms. Nous, on a des gens effectivement qui font de l'écoute sociale. On va avoir, il y a les community managers qui sont maintenant bien connus depuis quelques années, mais voilà, on va tous y mettre nos propres termes, mais derrière, on sent qu'il y a tout ce besoin de pluridisciplinarité à nouveau. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. On va travailler avec des sociologues, des ethnologues, pour comprendre. On est en train de faire des études, par exemple, où on va aller chez les gens pour comprendre comment ils se comportent, comment ils consomment, pour être sûr que quand on va faire notre communication, en fait, elle répond plus à leurs besoins. Je pense qu'on a parlé aussi de data, de big data. Derrière la big data, il y a toute la potentialité qu'il y a sur ce qu'on appelle la personnalisation. C'est-à-dire que chaque personne va recevoir des messages qui correspondent à ce qu'il aime, à ce qu'il fait, etc. Et donc du coup, ça va nécessiter effectivement de traiter ça et de comprendre finement ce qui peut matcher avec ses envies.
Est-ce qu'on a parlé que de communication à l'externe pour l'instant peut-être? C'est en interne, ça c'est change pareil. quoi? C'est pareil. Vous vivez C'est-à-dire que la même frontière révolution entre l'externe et l'interne, maintenant, c'est juste la cible et les messages qui changent. Mais c'est pas parce qu'on rentre dans l'entreprise qu'on arrête tous les comportements qu'on a en dehors de l'entreprise. Aujourd'hui, les salariés s'informent beaucoup plus presque sur Twitter que sur les intranets. Et ça, c'est une réalité. Donc je pense qu'il faut le prendre en compte. On a des groupes de salariés sur Facebook. Il y a un groupe Facebook privé chez Orange avec 10 000 salariés. Et il y a énormément d'informations qui circulent sur ce groupe-là. Donc c'est les outils qu'on a en dehors de l'entreprise et qu'on veut dans l'entreprise. Et je pense qu'il ne faut pas séparer les deux mondes. En revanche, les métiers de com interne vont évoluer un petit peu parce qu'on va peut-être produire un peu moins de contenu. En revanche, il va falloir leur donner du sens. Il va falloir faire le tri. On parle beaucoup de fake news. On parle beaucoup de comment je fais le tri dans toute cette information. Et donc le communicant va devoir être garant de la qualité de l'information et quelque part de la façon de le commenter, donner du sens à tout ça. Vous vous régalez de vous faire bousculer comme ça, de vivre ce changement dans les métiers de la com? Oui, bah oui, c'est un des vrais challenges, je pense. Alors ça va vite, hein, ce qu'on disait, on est tous depuis, alors on est peut-être un peu plus âgés que certains dans la salle, mais on a vu pas mal de révolutions arriver et c'est un mouvement permanent. Je pense qu'on peut plus rester sur place et on suit tout ça. Mais d'un point de vue créatif, c'est passionnant parce que on voit bien les nouveaux formats sur Snapchat, sur Facebook un peu moins, Instagram qui vient d'ouvrir, typiquement Instagram vient d'ouvrir en France le fait de pouvoir vendre, en fait on va pouvoir acheter entre guillemets, si je me place du côté de l'Instagrammeur, on va pouvoir vendre sur Instagram et donc tout d'un coup il faut qu'on pense la vitrine de nos boutiques digitales, comment on les amène sur Instagram et donc d'un point de vue créativité, Instagram, on ne s'attend pas du tout à avoir une pub classique. Il va falloir penser autrement pour pouvoir amener les gens à cliquer et acheter un accessoire, etc. etc. Donc c'est passionnant. Et je pense que les deux grandes tendances qu'on a, c'est évidemment encore plus de créativité. Toujours plus de créativité. Ça, c'est fondamental. Et puis un peu de technicité, parce que comme tout ça évolue très vite, il faut quand même comprendre tous ces outils derrière. Merci Gaël Levu, merci pour cet apport. Des questions, on va vous donner des micros dans la salle si vous souhaitez. Qui souhaite poser une question à l'un de nos intervenants? On a fait très large sur cette table ronde sur comment les métiers évolueront avec la technologie. Est-ce que vous avez des questions à poser sur l'avenir, sur les métiers qui peuvent être présents chez chacun d'entre eux? Le micro est pour vous. Soyez pas timide, allez-y, profitez-en, c'est le principe du Hello Job, d'échanger, de parler. Madame, on va venir vers vous très vite avec un micro pour une première question. On va prendre 10-15 minutes pour échanger avec vous tous et vous toutes. Bonjour. Bonjour, je suis étudiante en école de commerce. J'aurais aimé savoir comment l'intelligence artificielle va impacter sur les métiers du marketing. Isabelle, besoin de plus de précision sur la question? Oui, parce que la question est assez vaste, est assez globale. Je pense que Gaël a beaucoup répondu, parce que le métier de la communication, du marketing, je pense qu'il y a une fusion des deux métiers qui est de plus en plus importante. Ce qui est plutôt peut-être intéressant à réfléchir par rapport à ça, c'est quelles compétences vous devez développer pour pouvoir travailler le mieux dans ces métiers-là. Par le passé, tout ce qui était études de marché, etc., était très important dans vos formations. Aujourd'hui, on vous le dit, c'est la dimension anthropologique, anthropocentrique, qui est devenue la plus importante. Donc, qu'est-ce qui vous permettra de comprendre mieux l'humain pour adresser au mieux les produits et les services qui seront eux-mêmes développés en fonction de la valeur usage et non plus de la valeur marchande? Oui, je pense qu'il y a toute la partie études qui est évidente et qui va être impactée par ça, parce que beaucoup de choses vont pouvoir, d'une part parce que beaucoup de data vont être disponibles et qu'une bonne intelligence artificielle qui saura derrière aller screener tout ce qui se passe et récupérer cette data et commencer à l'analyser, peut-être qu'on fera moins d'études quali-quanti comme on faisait d'habitude, donc ça va changer. Donc pour le marketing, c'est quand même une source d'information, en tout cas ça l'a été pendant longtemps, et donc effectivement on va se refocaliser. Tout à l'heure, je parlais d'ethnologie. On est en train de transformer un petit peu notre façon de comprendre les besoins clients. On a parlé aussi un peu de design thinking, qui sont les nouvelles façons de travailler. C'est-à-dire qu'on part vraiment
d'un besoin client, et puis on passe son temps en fait à retourner le voir pour avoir son feedback et donc d'avancer comme ça au fur et à mesure. Et l'intelligence artificielle va accompagner en fait toutes ces étapes au fur et à mesure qu'on va concevoir les produits. Et puis après, il y a un deuxième impact, c'est comment je mets de l'intelligence artificielle dans mes produits. C'est-à-dire je pense qu'il y a derrière la question, il y a deux façons d'y répondre. Il y a en tant que marketeur, moi, qu'est-ce que ça va changer dans ma pratique de mon métier? Là, on en a un petit peu répondu. Et puis demain, il va falloir réfléchir à la façon dont on va pouvoir introduire ça dans nos produits. On travaille chez Orange sur tout ce qui est reconnaissance vocale et intelligence artificielle derrière, les bots typiquement. On va lancer un petit smart speaker, vous savez, c'est un petit élément comme ça où vous allez pouvoir converser avec lui, il va faire un certain nombre de choses, donc il va apprendre. Et donc derrière, ce n'est que le début de comment on va créer de la valeur, comment on va créer des objets, comment on va créer des services qui n'existent probablement pas aujourd'hui avec cette intelligence artificielle. Et ça, effectivement, au niveau marketing, je pense que là, on attend toute votre créativité pour nous proposer des choses. Et je pense aussi également qu'il va falloir énormément travailler en transversalité, c'est-à-dire voir les bonnes pratiques qui se font dans certains secteurs, les translater dans d'autres. On va avoir des bonnes pratiques, par exemple, dans le domaine des transports, sur l'accueil client, qui pourront être très utiles à l'hôpital, par exemple, et inversement. Il y a une forme de... Grâce à ce monde qui va être connecté, on va pouvoir identifier mieux les pratiques ailleurs, mais il va falloir les benchmarker. Si on ne le fait pas, on passe à côté de plein d'opportunités. Ce que nous montre Accenture et sa vidéo, c'est une technologie qui a des possibles. Mais si derrière on s'en empare pas pour en faire des réalités, ben ce sera que de l'augmentation, c'est-à-dire que c'est super, il y a des technologies, elles existent. Mais cette technologie, elle va avoir des cas d'usage, et c'est les cas d'usage qu'il faut qu'on multiplie. Maintenant, il faut qu'on monte en échelle. Et ça va être le rôle en partie des marketeurs, c'est d'aller chercher ces bonnes pratiques ailleurs. Ce qu'on dit souvent, c'est que en ce moment, les sauts d'innovation sont plus la capacité d'avoir une vision multi-technologique et d'être capable de faire le lien entre je prends un petit bout de cette innovation, un petit bout de celle-là, un petit bout de celle-là, et je crée un nouvel usage avec ça. Si je prends le cas des taxis et d'Uber, je crois que c'est dans les années juste 2000, les taxis à New York, ils avaient l'impression qu'ils s'étaient révolutionnés parce qu'ils avaient mis un écran dans le taxi, et puis ils avaient changé, ils s'étaient dit on va disrupter notre business model, on va mettre de la pub sur ces écrans. Bon, en fait ça n'a rien changé du tout, et Uber est arrivé derrière avec une idée très différente. Ils sont partis d'un usage, et ce qu'ils ont regardé, c'est qu'ils ont vu, tiens, il y a le mobile, l'appli, la géoloc, un certain nombre comme ça donc en fait ils n'ont rien inventé d'un point de vue purement technologique de nouveau. En revanche, ils ont eu cette capacité à mettre ensemble un certain nombre de technologies au service d'usage et d'une question en particulier, en tout cas d'un problème client en particulier. Et c'est là qu'on va faire, et c'est là qu'on attend le marketing, parce que je pense que le rôle du marketing, ça va être vraiment d'être capable d'avoir cette vue un peu transverse et d'aller piocher comme ça pour faire des sauts d'usage et du coup des beaux produits. Merci pour vos réponses, merci pour votre question. Est-ce qu'on a d'autres réactions, d'autres questions? Madame, tout au milieu de la salle, s'il vous plaît. Bonjour madame. Oui, bonjour. Donc moi je suis salariée d'Orange et je voulais savoir un petit peu au niveau de la recherche et développement, comment se positionne Orange par rapport à la concurrence et notamment à la superpuissance des GAFA qui mettent aussi le paquet dans la recherche. Comment on fait pour ne pas se faire manger par des gros? Alors effectivement, on a tendance à dire actuellement qu'on joue avec nos petits bras musclés, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément la même taille d'équipe pour agir derrière. Par contre, si je prends les résultats de mes collègues dans des compétitions où on regarde effectivement comment on s'améliore en termes d'intelligence artificielle, donc en 2017, les collègues de Rennes ont concouru contre Google pour identifier typiquement l'âge de la personne. Donc l'âge de la personne, à combien d'années près on peut tomber dessus. Donc nous sommes arrivés juste derrière Google. Donc on a effectivement un savoir-faire sur lequel on ne communique peut-être pas suffisamment, mais on a des vrais experts, de la même façon qu'au niveau du traitement du langage. Au niveau du traitement du langage, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, parce qu'on a toujours eu effectivement des clients
internationaux et aujourd'hui on est dans de nombreux pays. Donc on a aussi en fait de très bons outils et on travaille aujourd'hui sur la partie Jingo effectivement avec ces équipes-là. Donc voilà, on essaie de capitaliser entre parfois des technos qui sont plus matures parce qu'elles sont industrialisées et l'expertise que l'on a. De la même façon qu'en termes d'amélioration de la relation client, beaucoup d'équipes marketing aujourd'hui utilisent un outil qui fait du machine learning et qui a été développé purement en interne. Et on l'utilise parce qu'il est d'une part adapté à nos métiers, on a essayé de simplifier l'interface aussi pour les utilisateurs, mais il a aussi une qualité de rapidité qu'on trouve difficilement. Donc pour vérifier ça, on le benchmark régulièrement avec des produits externes, mais oui, on a une véritable expertise, de la même façon qu'aujourd'hui, on a vu de la réalité virtuelle, on a des collègues qui travaillent sur la problématique de la captation du son. Parce que c'est bien tous ces petits appareils, mais aujourd'hui on a 2 oreilles qui sont beaucoup plus performantes que la technique. Et savoir qui parle dans un groupe de personnes est une problématique importante. Donc avoir ce type d'appareil dans la maison, savoir que c'est tel enfant qui parle en même temps qu'il y a la radio, la télé ou ce type de bruit autour, c'est une problématique complexe et on a des experts aussi qui travaillent sur le sujet. Donc voilà, on essaie de se centrer effectivement sur des problématiques plus métiers pour nous, mais on a des vrais experts et il faut effectivement pas hésiter à nous solliciter ou nous sommes les premiers à vouloir résoudre les difficultés de l'ensemble des employés et des métiers du groupe. Donc on est là aussi pour diffuser ce savoir et on est toujours prêt à collaborer là-dessus. Et je pense que face aux GAFA, ce qui est important aussi, c'est notre capacité à créer des partenariats. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas se leurrer, on n'a pas la même surface financière sur la recherche pour un même niveau. En revanche, on a des expertises très pointues dans certains domaines et on voit bien notre capacité. D'ailleurs, aujourd'hui, on parlait de Dingo, on travaille avec Deutsche Telekom, on travaille, etc. Donc, on est capable de créer, en fait, et d'amener des partenariats très intéressants. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, en fait. C'est d'aller, il faut être opportuniste, il faut aller chercher les partenariats. Et je pense qu'on a une entreprise suffisamment reconnue par ses expertises pour aller voir effectivement ces grands groupes américains en particulier. On vient dans la salle, d'autres questions, d'autres réactions. Madame, sur le rond du front, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre la parole derrière la barrière aussi, c'est une barrière juste pour la déco, vous pouvez prendre la parole, lever la main, on vous prêtera des micros très volontiers. Bonjour madame. Bonjour. Tout d'abord, merci de votre intervention, c'était extrêmement pertinent. J'aurais une question plus globale. Selon vous et selon vos différents métiers, quels sont vos impacts directs sur l'environnement et également éventuellement au niveau social en termes de change management? Quels sont à la fois comment vous mesurez, vous analysez toutes ces choses, parce que ce sont des enjeux actuels et j'aurais aimé savoir comment, notamment chez Orange... Elle le vu, vous êtes aussi la directrice de la RSE pour Orange France. Oui, donc là je vais prendre ma casquette RSE, effectivement. Donc on a chez Orange une politique RSE extrêmement volontariste dans plusieurs domaines. Donc en ce qui concerne notre empreinte écologique, on s'est mis la contrainte de vouloir être certifié 14001 et 50001, ce qui implique en fait un certain nombre d'évolutions dans nos modes de consommation entre guillemets, que ce soit dans nos locaux ou dans nos process. Et c'est normal, comme c'est normalisé et certifié, on est sûr derrière pour le mesurer. En fait, on a des audits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait et ça implique l'ensemble de l'entreprise en France. Et on est en train de lancer ça à la Réunion, dans les DOM aussi. Donc c'est une façon de vérifier effectivement notre responsabilité, puisque on a des data centers, on a un certain nombre d'activités qui peuvent consommer. On regarde aussi évidemment sur le recyclage au maximum, tout ce qu'on peut recycler. On a des actions dans tout ce qui est recyclage des mobiles. Pour le coup, là, on se sent extrêmement concerné par le sujet, puisqu'on distribue des mobiles. Aujourd'hui, on a tout un cycle sur le recyclage des mobiles, et je vous remercie de me poser la question, parce que comme ça, c'est l'occasion de le décrire. On récolte les mobiles. En France, on estime à peu près qu'il y a 10 millions de mobiles dans vos tiroirs. En gros, dans nos tiroirs, on a tous 2, 3, 4, voire des fois plus de mobiles.
dans nos tiroirs. Et en fait, on ne fait pas l'effort de les prendre et d'aller les mettre pour qu'ils soient recyclés. Recycler un mobile, c'est faire des emplois et puis c'est écologique, c'est de l'économie circulaire. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on a un partenariat avec Emmaüs International. On récupère les mobiles. Il y a des ateliers qui sont mis en place en France. La première action des personnes qui travaillent dans ces ateliers, c'est de nettoyer le mobile de vos données. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément un R à Z de tout ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on enlève les données. Ensuite, ils essayent de les réparer un petit peu. Et ils sont souvent revendus sur un second marché. Ils partent en Afrique. En Afrique, on a monté des ateliers équivalents en Afrique pour récupérer en volume l'équivalent des mobiles qu'on a envoyés là-bas. En général, là, les mobiles, parce que ça fait deuxième, troisième main, ils sont bien amochés, donc on ne peut pas forcément les revendre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ramène au Havre l'équivalent à nouveau en volume de ces mobiles-là au Havre, parce qu'on se dit que l'Afrique n'est pas la poubelle de la France, donc on a la responsabilité de récupérer en fait ces déchets, puisque c'est des déchets. Et là au Havre, on travaille avec une petite entreprise qui est spécialisée dans les métaux rares, c'est vraiment des chimistes, c'est incroyable, et donc ils font fondre tout ce qu'il y a dans votre mobile, et donc on enlève le plastique, on enlève tous les métaux rares, et c'est remis, ces métaux sont réutilisés, et ces métaux rares, évidemment, d'où là le lien avec l'écologie, c'est que c'est des métaux qui sont dans des extractions compliquées, etc. Et donc du coup, ça permet de remettre ça en circuit. Donc c'est une chaîne, donc je vous invite tous, si vous voulez passer dans une boutique Orange, déposer vos vieux mobiles, vous ferez de l'emploi et en plus vous ferez du bien à la planète. Voilà, donc ça c'est sur la partie plus écologique. On a une activité aussi très forte sur l'accompagnement dans le numérique. Notre vision, c'est que le numérique doit être un progrès pour tous. Et donc, il y a une espèce de fracture numérique au-delà de la connexion en tant que telle. C'est qu'il y a une partie de la population qui aujourd'hui ne sait pas utiliser, aller faire sa déclaration d'impôt, avoir accès à ses droits. Souvent, des personnes qui peuvent être un peu précaires ne savent même pas, alors qu'elles ont des droits, qu'il faut passer par Internet. On a un peu tendance à dire que l'État a été presque trop vite sur la numérisation d'un certain nombre d'actes par rapport à la formation des populations. Donc on essaye de mettre en place le cours des parents, le cours des grands-parents. On a des programmes qui s'appellent Super Codeurs, où on a envoyé des salariés dans les collèges pour apprendre à coder. Enfin, il y a pas mal d'activités autour de ça pour vraiment embarquer tout le monde et faire que le numérique ne laisse pas des gens sur le bord de la route. Donc ça aussi, c'est une politique d'RSE pour nous. Et puis, et en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, on est extrêmement vigilant dans ce qui va être dans l'employabilité, sur la diversité, les populations précaires, etc. Et on fait très très attention à ça, avec beaucoup d'actions en ce sens. Voilà en gros, mais je pourrais en parler des heures, donc voilà. Vous pouvez rencontrer, je pense, Gaël. Vous restez encore un petit peu avec nous à Marseille. Un petit peu, ça sera l'occasion d'échanger directement aussi. C'est un peu ça l'Hello Jobs. Une dernière question, on a le temps une ou deux questions, si vous le souhaitez, pour nos intervenants, les experts qui sont là. Madame, on va venir au premier rang, on va vous donner un micro à vous aussi. Bonjour. Bonjour, alors je suis salariée chez Orange. J'aimerais savoir si vous avez des éléments à partager avec nous concernant l'impact de l'IA sur les métiers de la relation client et tout particulièrement sur les centres d'appel. Alors, moi, ce que je vous en dis, c'est ce que j'ai vu ailleurs, puisque je ne travaille pas chez Orange, donc je n'ai aucune idée, j'ai qu'une idée assez basse de ce qui s'y fait. C'est un des secteurs, c'est un des premiers secteurs qui va être impacté par l'intelligence artificielle. C'est notamment les bots. Est-ce que c'est intelligent ou pas? Bon, la question peut se poser, mais on s'en manque un peu au niveau de ce propos. De manière évidente, on va pouvoir traiter de manière beaucoup plus volumétrique la relation client. Parce que jusqu'à présent, on était limité par le nombre de personnes et ça va être beaucoup plus sympathique que dites 1, dites 3 ou la version améliorée. Mon téléphone ne marche plus. Donc le bot, ça va être quelque chose de plus intelligent, de plus maniable, qui va apprendre à la grande différence des systèmes précédents. Donc il va se développer, et il va se développer sous la supervision des humains qui vont rester dans les services clients et au contact du client. Alors, ces humains, dans leur job, ils vont avoir deux rôles. C'est répondre aux questions où l'intelligence artificielle n'a pas encore appris, donc où elle va rester sèche. Et il va avoir également un rôle, c'est de faire en sorte que cette intelligence artificielle ne se mette pas à mal évoluer.
Là, on a vu le bot Tali qui s'est mis à insulter les clients parce que comme il était insulté en permanence, il a pensé que c'était un mode de communication classique avec les clients. Donc voilà. On sent bien que ça, on ne pourra pas. Et puis, mais donc, vous allez devenir plus des éleveurs de bots et des experts de la relation client que le métier comme vous le connaissez à l'heure actuelle. Donc oui, les call centers, on a tous vu, ils sont partis à Madagascar, maintenant ils vont peut-être revenir ici avec des hyper experts. Donc ça a sûrement développé plus de jobs localement, pour le coup. Malheureusement moins à distance, c'est-à-dire que les pays en voie de développement qui ont énormément misé sur une main-d'œuvre à bas coût pour répondre à des questions, elles aussi vont devoir monter en compétence s'ils veulent devenir compétitifs mondialement. Merci beaucoup, Gaëlle. Je pense qu'on peut partager exactement les mêmes propos pour Orange. Hein. C'est ce qu'on a aujourd'hui, un peu d'expérience avec Soch en particulier, parce qu'on a utilisé Premier Bot, et c'est exactement ça. Ça change un peu la nature du travail. On monte un petit peu en niveau parce que l'humain arrive une fois que le bot a fait le travail d'aiguillage typiquement, etc. Mais derrière, et puis j'aime bien le côté éleveur de bots et du coup vérifie effectivement et vérifie que ces bots grandissent bien. Ils font pas n'importe quoi. Donc on est très en phase. Juste pour compléter, je vous laisse pas parler. C'est que du coup, il y a des filières universitaires qui jusqu'à présent ne faisaient pas sens, qui reprennent vraiment du sens. Hein. La philo, la socio, l'ethno, etc. Les gens qui allaient là-dedans, ils se disaient ils veulent devenir prof ou chercheurs. Non, maintenant, ils vont intégrer vos équipes. Parce qu'il va falloir donner du sens à tout ça. Hein. Et c'est là que vous allez avoir vraiment... le métier va être plus riche pour moi. Je pense qu'il y a une autre piste aussi qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on voit beaucoup, effectivement, c'est le client qui nous sollicite. En fait, il y a toute une démarche proactive et beaucoup plus bienveillante qui peut être mise en place grâce à l'IA, parce qu'on va avoir plus d'informations et on va savoir faire du one-to-one avec le client, pouvoir le rappeler, non pas forcément pour lui vendre quelque chose, mais pour anticiper un nouveau service qui va venir, pour échanger avec lui tranquillement et le fidéliser beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est une piste qui n'est pas encore explorée, mais très clairement, quand on va chercher des données sur les réseaux sociaux pour savoir comment nos clients réagissent sur des produits, etc., on peut aussi très bien faire la boucle dans l'autre sens, en leur disant, tiens, quelqu'un est intéressé par ça, est-ce qu'il faut échanger avec lui sur la dimension du nouveau service qu'il en attend, etc. Donc c'est un nouveau rôle du proactif qui peut aussi apparaître grâce à ça. Merci beaucoup, merci Gaëlle, merci Isabelle, Thierry, Jean-Baptiste. Vous restez avec nous pendant ce Hello Jobs. On va pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez les applaudir, les remercier. On se retrouve cet après-midi ici pour d'autres conférences à partir de 14h. On va ensemble parler de travailler et apprendre autrement. Quelles innovations. Puis on parlera de la diversité également à 15h30 dans une autre rencontre. On parlera de la diversité, une force pour l'emploi. D'autres conférences pendant ce Hello Jobs. À tout à l'heure.